Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu de la chaîne 2Sats et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, ça fait un certain moment que j'avais fait une vidéo ici sur YouTube pour le public gratuite. C'est parce que je suis extrêmement occupé sur Crypto Recherche, premièrement pour un document de révision du secteur du marché, de tout ce qui est les actions tokenisées. On le sait que c'est un secteur qui est en train de énormément se développer avec le lancement de la Robinhood Chain, le développement également du Clarity Act. Donc, on est en train de faire un gros document de révision qui va être publié sur Crypto Recherche. Puis également, on travaille aussi sur une formation, je vous dirais, de la finance en général pour être un investisseur autonome. Donc, je mets beaucoup de temps là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis un peu moins présent sur YouTube. Mais je vous dirais, dans les dernières semaines, il y a eu deux événements que je trouvais quand même très intéressants sur Bitcoin, que je me suis dit que je devais faire une vidéo, au moins pour traiter des deux nouvelles d'une manière rapide, pour que vous ayez une meilleure compréhension de qu'est-ce que les nouvelles, et puis c'est quoi un peu les théories du jeu autour de Bitcoin qui font qu'on a ces nouvelles-là dans les dernières semaines. Donc, la première nouvelle que je vais traiter avec vous, c'était concernant le fork. Donc, en fait, un fork, c'est quoi? C'est, on prend un réseau d'une blockchain, par exemple Bitcoin, et on crée une copie pour créer un réseau alternatif avec différentes propriétés que le réseau principal. Ça, dans le fond, c'est quelque chose qui est possible à faire avec Bitcoin, avec Ethereum, etc., avec plusieurs réseaux décentralisés. Puis le but, souvent, ça va être de prendre le réseau dans son état actuel, lui mettre une mise à jour et continuer sur ce nouveau réseau-là. Puis ici, par exemple, BIP 110 proposait une mise à jour qui était en fait de retirer tout ce qui était les données qui peuvent polluer la blockchain. Qu'est-ce qu'on veut dire par données qui peuvent polluer la blockchain? C'est, je sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être quelques mois, voire un an, il y avait une grosse mode autour de tout ce qui était les ordinals. Les ordinals sont des inscriptions qu'on peut faire dans la blockchain Bitcoin. Puis ça, en fait, cette inscription-là se fait au niveau vraiment du bloc, dans une petite espace qu'on peut mettre de la donnée. Puis ça, ce bloc d'espace-là qu'on peut mettre de la donnée, ça vient d'une mise à jour qu'on a faite il y a quelques années, qui s'appelle Taproot, qui nous donnait plein de nouvelles fonctionnalités. Et puis, il y a un petit bug qui s'était logé, qui était un endroit où on peut aller mettre de l'information. Puis là, les gens ont commencé à exploiter ça pour mettre des images, des données quelconques. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que plus qu'on met de données dans la blockchain Bitcoin, de plus en plus que la blockchain devient lourde. Fait que là, comme vous pouvez voir ici, par exemple, sur le graphique, c'est que maintenant, par exemple, la blockchain Bitcoin pèse 760 000 mégabits. Donc, actuellement, la taille de la blockchain Bitcoin est de cette taille-là. Mais si on continue d'ajouter des images, continue d'ajouter de l'inscription, continue d'ajouter, on pourrait dire, de la pollution, qui était vraiment vue comme une certaine pollution pour les gens qui poussaient BIP 110, en fait, ce qui arrive, c'est que la blockchain, sa grosseur va toujours grossir. Et puis, ça, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on veut, par exemple, se créer un nœud, c'est qu'on doit télécharger toute la blockchain, toutes les transactions. Puis ça, ce que ça fait, c'est que plus que la blockchain est lourde, plus que je vais avoir besoin de matériel performant, par exemple, plus de mémoire, plus de capacité d'ordinateur, peu importe. Mais le point ici, c'est de dire que plus que la blockchain est lourde, plus que c'est dur d'avoir un réseau décentralisé. Donc, en fait, la lourdeur de la blockchain viendrait affecter la décentralisation. C'est un peu la thèse, on pourrait dire, des gens qui poussent le BIP 110. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la proposition BIP 110 a été émise. Ils ont fait une copie du réseau ici, comme on voit le 9, puisque ici on voit vraiment le moment où ce que le BIP 110 a été lancé sur ce tableau-là. Puis comme vous voyez, aussitôt qu'il a été lancé, on a eu à peine 2 blocs qui ont été minés, ensuite un troisième. Donc vraiment, on n'a eu aucune puissance d'ordinateur qui s'est dirigée vers le BIP 110, donc vers la copie du réseau. Donc on peut comprendre que ça a été simplement un échec, entre guillemets. Puis ce que vous pouvez voir, c'est vraiment ici, c'est une belle image pour le décrire, qu'est-ce qui s'est passé. C'est que par exemple, à la hauteur d'un certain bloc, on crée la copie du réseau. Donc les gens continuent de valider le bloc, les blocs sont minés. Vous voyez ici, les mineurs valident le bloc, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la chaîne principale. Puis ici, la chaîne secondaire, qui était comme la copie pour le BIP 110. On voit que directement après le deuxième bloc, les gens ont arrêté de miner la chaîne, ce qui fait en sorte que la chaîne n'a aucune valeur, elle n'a pas d'attraction. Donc, on reste sur la chaîne principale. Et puis ici, la raison que je vous présentais cette nouvelle-là, c'est vraiment simple, et puis je crois qu'il y a une certaine conclusion qu'il faut en tirer. C'est qu'on voit, chacun peut émettre des thèses, peut émettre des nouvelles modifications, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent avec Bitcoin. Mais après ça, Bitcoin est libre d'aller où ce qu'il veut. En fait, les participants du marché sont libres de le dicter où ce qu'ils veulent. Après ça, il y a eu plusieurs critiques, par exemple, qui disaient comme quoi que le mining est centralisé, c'est pour ça que le BIP 110 n'a pas fonctionné, etc., etc. Mais moi, je vous dirais ici, c'est encore plus simple que ça. C'est que les acteurs de Bitcoin, les participants de Bitcoin n'aiment pas que Bitcoin change. Donc, de régler un petit bug, comme par exemple le bug de la donnée qui apporte les ordinals, grâce à une mise à jour, à un soft fork, mais peut-être nous créer encore plus de problèmes à la longue.
Alors que là, la manière que les gens et puis que le marché l'interprète, puis moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est que oui, c'est vrai, peut-être que les ordinals, c'est plate, c'est pas le fun, c'est de la pollution, ça peut augmenter les frais de transaction sur certaines journées, etc., etc. Il y a des points négatifs. Mais ce n'est pas encore assez négatif pour dire que le réseau n'en souffre. Donc, la réalité de la chose ici, c'est que bien que le BIP 110 n'a pas fonctionné pour retirer, par exemple, la pollution de la blockchain Bitcoin, ben en soi, si dans le futur, ce problème-là devient un problème, ben il va y avoir beaucoup de solutions, que ce soit des filtres, que ce soit un fork, que ce soit justement un certain tri des données, etc. Il va y avoir plusieurs solutions. Donc moi, ce que je veux dire ici, c'est que je trouve ça vraiment intéressant de voir en direct, en fait, un peu une théorie des jeux que Bitcoin est libre d'évoluer comme il veut, mais la réalité, c'est que les participants aiment que Bitcoin reste stable, et puis on le sait exactement ce qu'on a. Parce que de faire une mise à jour, comme je dis, peut apporter d'autres bugs. C'était le cas qui est arrivé il y a quelques années avec Taproot. La mise à jour de Taproot était extraordinaire, mais elle avait une petite faille que les gens maintenant exploitent. Donc la question ici est, est-ce qu'on veut réparer cette petite faille-là pour peut-être créer d'autres failles, ou on est mieux de la tolérer, de la surveiller, et de la monitorer, et surtout, on pourrait dire de travailler avec cette faille-là. Donc je dirais ici, c'est pas mal ça pour BIP 110. Dans le fond, le fork n'a pas eu lieu, rien ne change pour Bitcoin, sauf que là, j'ai vu ici dans cet article-là, comme quoi que probablement que certaines personnes du BIP 110 désirent lancer un propre jeton, complètement se séparer de Bitcoin. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais la dernière fois que c'est arrivé, ça n'a pas été un très gros succès. C'était avec Bitcoin Cash. Et puis c'était dans le temps où il y avait une guerre entre les gros blocs et les petits blocs. Puis je vous dirais, dans la même ordre d'idée, la guerre entre les gros blocs et les petits blocs était beaucoup liée justement à l'espace que la blockchain allait avoir sur le long terme. Donc, par le passé, cette idée-là d'avoir une blockchain qui était trop grosse et puis qu'on devait faire quelque chose pour pouvoir faciliter les transactions a déjà été une réalité. Et puis, les gens avaient même créé une copie de la blockchain qui s'appelle Bitcoin Cash. Plusieurs personnes avaient vendu leur Bitcoin pour des Bitcoin Cash en croyant que c'était la vraie version de Bitcoin. Puis vous voyez, ben, à travers le temps, le marché nous a montré que Bitcoin Cash n'est pas Bitcoin. Juste par le prix, on le voit directement. Puis mon point ici, c'est vraiment ça, c'est que Bitcoin est fait pour être solide, pour ne pas être changé. Donc ici, on a eu une preuve, le marché ne désire pas changer. Et puis je vous dirais, restez prudent sur les promesses de, par exemple, la nouvelle version de Bitcoin, la version pure de Bitcoin. On le sait, c'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé. Puis ça n'a pas été très payant pour les détenteurs de Bitcoin Cash sur le long terme. Donc ça, je vous dirais, c'est la première nouvelle concernant la proposition BIP 110 qui était un fork du réseau Bitcoin, qui n'a pas eu lieu. Et puis maintenant, je vais l'enchaîner sur le Bitcoin Red Team. En fait, il est arrivé un événement dans les dernières semaines qui est assez particulier. C'est que un portefeuille physique appelé Cold Card, qui est utilisé pour signer des transactions, en fait, le programme qui était utilisé pour générer les phrases secrètes a été, on pourrait dire, compromis, ou du moins la règle a été découverte par un hacker qui lui a permis de générer des seed phrases de portefeuille Cold Card et puis de pouvoir voler les fonds. Donc ici, ce qu'il faut comprendre sans devenir trop technique, c'est vraiment leur outil de génération de phrases secrètes qui a été un peu découvert, qui fait en sorte que ça a mis à risque toutes les gens qui avaient généré des phrases secrètes sur un cold card à partir de l'outil de génération de seed phrase. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, ça a été une alerte rouge puisque plus de 150 millions de dollars en Bitcoin ont été volés. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est la réaction de la communauté Bitcoin. Puis ça, je vous dirais, c'est un peu la ligne directrice de mon vidéo aujourd'hui. C'est la communauté Bitcoin a une manière de réagir qui est très différente aux autres communautés. Puis ce que je veux dire ici, c'est que, par exemple, aussitôt que les vols ont eu lieu, en fait, beaucoup de développeurs Bitcoin ont commencé à devenir des hackers de type white hat pour Bitcoin. Ça veut dire qu'ils se sont dit, écoute, présentement, on a des projets qui sont open source. On a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour nous hacker nos projets open source puisque nos codes sont tous sur Internet. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle, comme si on était des hackers, pour aller essayer d'hacker nos propres protocoles. Donc, ils ont scanné des centaines de projets liés à Bitcoin et puis ils ont trouvé environ 8000, on pourrait dire, erreurs dans les codes qui pourraient être certaines vulnérabilités. Après ça, il faut comprendre que c'est pas toutes des vulnérabilités très critiques. Comme ici, on voit sur, par exemple, 5000, puis ça, je vous dirais, c'est durant leur processus, puisqu'on voit qu'au total, ils ont presque fait 8000 trouvailles. Ben, il y en avait environ 708 qui étaient critiques. Donc, durant, je vous dirais, quelques jours, on a vu un peu plusieurs annonces de protocoles qui disaient de mettre à jour, qui disaient d'arrêter d'utiliser leurs produits, etc. Mais c'est parce qu'il y a eu une grosse effort des développeurs pour tout scanner. Ils se sont dit, tant qu'à avoir des hackers mal intentionnés qui utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir nous voler, ben soyons nous-mêmes utilisateurs de l'intelligence artificielle pour pouvoir trouver les failles. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant ici avec le Bitcoin Red Team.
puis la manière de réagir de Bitcoin, c'est que autant avec le BIP 110 qu'avec le Red Team, c'est qu'on voit quelque chose qui est très intéressant avec Bitcoin, c'est la réaction de la communauté, puis aussi la qualité des intervenants. Ce que je veux dire ici, c'est que par exemple, pour le Red Team, la qualité des développeurs qui se sont penchés sur les problèmes de hack sur Bitcoin, c'est probablement une équipe que ça serait impossible de regrouper dans un point de vue, par exemple, privé en termes de salaire, la qualité des développeurs qui sont là, la qualité des travailleurs qui se sont tous regroupés ensemble pour l'entreprise de pouvoir payer ce type de main-d'œuvre-là serait complètement impossible. Puis c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que Bitcoin, les développeurs Bitcoin, le font 100% d'une manière gratuite, altruiste, parce que c'est leur fonds, c'est leur argent qui est là. Et puis c'est des gens qui sont extrêmement intelligents. Puis on voit ici, en dedans d'une semaine, tous les projets Bitcoin étaient scannés. On a trouvé les vulnérabilités. Mais ça, c'est quelque chose qui se n'est jamais fait dans aucun autre écosystème. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est par exemple avec Ethereum. Ethereum, on a eu un exploit sur KelpDAO en finance décentralisée. Environ, on va dire, 200 millions ont été volés ou du moins de mauvaises dettes se sont retrouvées sur AAV. Qu'est-ce que les acteurs font? Ils se regroupent ensemble, récoltent des dons et puis on vient mettre un plaster sur le problème. C'est beau, le problème est réglé. Mais il y a eu aucune, comment je pourrais dire, red team de la DeFi. Là. Il y a personne qui a commencé à se dire, OK, trouvons les exploits. Non, c'est comme si tout est plus léger. C'est ça que j'aime de Bitcoin, c'est que les gens sont extrêmement dédiés. Puis même lorsqu'on regarde, par exemple, les forks comme les BIP, en fait, les gens dans les deux clans vont carrément s'insulter, se challenger, essayer de prouver qui a raison, qui a tort. Puis ça, je trouve que pour un système qui est ouvert, c'est exactement ça qu'il faut. Ça prouve que Bitcoin est un écosystème vivante, résiliente, et puis surtout que ses participants sont alertes et sont d'une très grande qualité. Puis moi, c'est vraiment un truc que je trouve qui est intéressant avec Bitcoin, puis c'est pour ça que je voulais vous pointer ces nouvelles-là, c'est que bien que ce soit un peu des mauvaises nouvelles à un certain niveau, on s'entend, on a du spam sur Bitcoin, on essaie de s'en débarrasser, puis un des plus gros portefeuilles physiques s'est fait exploiter, donc presque 200 millions en pertes ont été faits dans des membres de la communauté. C'est vraiment, on pourrait dire, négatif. Mais la manière de répondre à ces problèmes-là, selon moi, est extrêmement positive. Et puis la manière que Bitcoin, en soi, l'écosystème continue d'évoluer, est extrêmement positif. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le but ici, c'était de vous montrer que Bitcoin est en constante évolution. Bitcoin n'est pas parfait, mais essaie toujours de se développer dans la bonne direction. Et puis ici, selon moi, on a 2 preuves concrètes. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.